Oui, c'est une question qui a été évoquée par bon nombre de mes interlocuteurs ce matin. Tout d'abord, c'est à travers le référendum le peuple qui va s'exprimer. Et dans les démocraties, on respecte la décision du peuple. Donc, quelle que soit la décision, elle sera respectée. Est-ce qu'elle aura un impact sur les relations entre les deux pays voisins, l'Espagne et la France, et la principauté, et notamment sur les relations qu'entretiennent les deux coprinces avec les autorités andorranes? Non, il n'y aura pas d'incidence, il n'y aura pas d'impact. Les coprinces respecteront la décision et l'histoire des relations entre le pays et ses deux voisins, l'importance de l'institution même des coprinces ne peut pas être entachée, diminuée ou affectée par une décision démocratique. Donc il n'y aura pas entre guillemets, de rétorsion ou de distance ou de retrait dans les relations entre les coprinces et le pays. C'est un sujet délicat et sensible. Donc, soyons clairs dans la réponse. La position du coprince président d'Emmanuel Macron est connue. Il l'a exprimé clairement lors de son déplacement en 2019. Je rappelle qu'il a déclaré publiquement qu'en tant que coprince, qui serait-il pour dire au peuple de ce pays ce qu'il convient de faire, vous qui, démocratiquement, choisissez vos lois? Donc le coprince, dans sa position et dans ses missions, ne peut pas intervenir dans un débat qui relève exclusivement des autorités du pays. Pays indépendant et souverain. Le Parlement vote les lois, le gouvernement met en œuvre les politiques publiques. Il n'intervient pas. Ceci dit, la position du président de la République est connue. Et l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution est sans équivoque. Après, quelles seront les conséquences d'une adhésion, d'un oui au traité d'association? Je crois qu'il est trop tôt de le dire. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, à travers notamment les contacts que j'ai, et ce que j'entends à travers ces contacts, c'est qu'il y a un travail de dépénalisation qui est entrepris par les autorités andorranes. Alors ce travail, on peut considérer qu'il est lent, il est discret, on ne sait pas exactement où ça se situe, mais sur ce type de sujet, je crois qu'il y a aujourd'hui des signaux qui sont plutôt positifs. J'ai en mémoire la visite qui a été effectuée au mois de septembre par le secrétaire d'État, le cardinal Parolin. Le sujet a été évoqué. Je n'ai pas senti que les portes étaient fermées. On vient de quitter le coprince évêque, le sujet est toujours actif. Donc, je crois qu'il faut laisser le temps à la réflexion de pouvoir, à un moment donné, qu'il ne soit pas trop tard, de prendre une décision. Mais ce qui compte, je crois, c'est le sens actuellement de cette problématique qui devrait permettre, sur ce point, j'en suis convaincu, au pays de se rapprocher de standards européens le moment venu. Alors, effectivement, vous avez raison de rappeler que lorsque le coprince a eu à examiner la loi de finances, et notamment l'article 20, pour assurer sa promulgation, s'est posé la question de la constitutionnalité de l'article 20.
qui exclut effectivement les non-résidents de la revalorisation des retraites. La question s'est posée et elle a donné lieu à un travail de réflexion et d'expertise autour du coprince, notamment par rapport à l'article 6 de la Constitution, s'assurer que cet article n'instituait pas une rupture d'égalité. Voilà. Donc ce travail de réflexion a été fait, mais ce travail de réflexion a été fait en liaison avec les autorités andorranes. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs contacts téléphoniques avec le chef du gouvernement, avec le syndic, pour échanger. Et au cours de ces échanges, chacun a évidemment exposé ses arguments. Le coprince président avait bien en tête que s'il déférait cet article 20 au Conseil constitutionnel, la loi de finances ne serait pas appliquée tout de suite. On s'était même renseigné auprès du tribunal constitutionnel pour savoir dans quel délai il pourrait prendre une décision. La réponse allait de 2 à 4 mois. Donc, une loi de finances contient de très nombreuses dispositions, dont certaines sont parfois attendues par les citoyens. Donc, au cours de nos discussions avec les autorités andorranes, à un moment, discussion très apaisée. Il n'y a jamais eu de tension ou je dirais, d'agressivité ou de conflit. C'était des échanges de responsables. À un moment, le syndic a évoqué une solution qui était une loi corrective, une loi rectificative, qui pourrait être soumise au Parlement avant l'été. Mais avant de confirmer cette solution, il s'est rapproché justement des groupes parlementaires pour vérifier s'ils étaient d'accord avec cette démarche. Il a obtenu l'accord, il nous l'a confirmé, et à partir de ce moment-là, le coprince a considéré que le recours n'était plus nécessaire. Il l'a d'ailleurs écrit à l'un des syndicats qu'il avait saisi. Alors, le problème que vous évoquez maintenant, c'est le contenu de la loi rectificative. À ce stade, j'allais dire, attendons le projet de loi, attendons la décision du Parlement. Moi, j'ai retenu des échanges avec le syndic que la solution qui serait retenue serait conforme à la Constitution. Donc, à ce stade, je ne vais pas faire de la science-fiction. Mais j'ai bien noté votre préoccupation. Je crois que dans ce dossier, chacun a été dans son rôle institutionnel. Le Parlement a voté une loi. Cette loi a été transmise aux deux coprinces, parce que nous avons aussi échangé avec le coprince évêque, à charge pour eux, selon la Constitution, de s'assurer que cette loi est conforme à la Constitution. L'examen qui a été fait, l'expertise, a montré qu'il y avait un risque. Il y avait un risque. Est-ce que ce risque était avéré? Il n'y avait qu'une solution, c'était de saisir le tribunal constitutionnel. C'est le juge qui, heureusement, dans nos démocraties, tranche ce type de débat. Bon, mais l'inconvénient d'une saisine du tribunal, c'était de bloquer, en fait, le fonctionnement régulier des pouvoirs, et notamment du pouvoir financier. Donc, à travers les discussions, il y a une solution qui est apparue. Il n'y a pas eu d'ingérence. Je crois que chacun a fait ce qu'il devait faire et peut-être ce qui était attendu de lui aussi. C'est le coprince qui décide. Bon, il est vrai que lorsque j'ai pris cette fonction en 2017, j'étais en même temps directeur de cabinet. Bon, ça fait 7 ans que je suis directeur de cabinet du président de la République, et quand on observe ce travail de directeur de cabinet, on pense à un programme d'une machine à laver, c'est le programme Essorage. Vous voyez, voilà. Donc au bout de 7 ans, je me suis dit que peut-être se recentrer un petit peu, céder la place à un jeune préfet, avec lequel j'avais travaillé dans le passé, qui a été nommé directeur de cabinet, mais le président a souhaité que je poursuive ma mission
à la fois de représentants personnels ici pour le pays, mais également d'autres dossiers qui m'occupent. Mais il est vrai que j'aurai plus de temps pour, comment dirais-je, exercer cette fonction de représentant personnel du Coprince. Donc je viendrai plus souvent ici, je rencontrerai plus régulièrement les acteurs, et j'espère que j'aurai le plaisir de vous voir à cette occasion. Et puis ça me permet également d'être peut-être un peu plus présent sur des dossiers du pays, mais qui concernent des ministères en France, et pouvoir les pousser dans la tuyauterie administrative, que ce soit à Bercy, le ministère de l'Environnement, enfin du Développement durable, la sécurité, voilà. L'éducation, merci de le signaler, mais j'insiste déjà à la commission intergouvernementale qui, chaque année, examine la situation du système éducatif français ici, mais il est vrai que c'est un sujet qui mérite peut-être un soutien et une veille particulière. Donc, je suis heureux de pouvoir continuer à œuvrer en ce sens et je le ferai avec plus de disponibilité. Je pense qu'on va essayer d'inscrire à son programme une séquence sur l'éducation. Éducation, jeunesse, parce que, d'une part, le soutien de la France au système éducatif est important, important politiquement, important financièrement. Il produit des résultats. 75% des jeunes diplômés de ce système éducatif poursuivent leurs études en France. Ce que me disent plusieurs responsables du pays, c'est que cet établissement, du fait de sa gratuité, attire aussi bien des enfants entre guillemets, de l'élite que des enfants qui n'ont peut-être pas toujours les mêmes possibilités d'accéder à ce type d'établissement. Et donc il y a là un brassage qui s'opère, qui va tout à fait dans le sens que nous souhaitons, nous, dans notre système éducatif. Donc on soutient fortement cette institution. Et le président fera certainement une séquence sur place. Et si ce que je souhaite, son épouse peut l'accompagner, ce sont des sujets qui l'intéressent aussi énormément. Et où elle a des choses à dire.